De pénurie à crise de la main-d'œuvre, mais que se passe-t-il? Le sujet revient dans pratiquement toutes mes conversations depuis bientôt 1 an. Lors de cafés RH avec des collègues consultants ou de rencontres de réseautage, dans mes soupers de famille et surtout, avec tous nos clients. J'entends des choses comme coudon, comment ça se fait que la pénurie de main-d'œuvre est rendue si généralisée pendant qu'on est encore en pleine crise sanitaire? Ou encore des gens qui me disent qu'ils réussissaient quand même à recruter, mais que là, ils ont carrément été dans l'obligation de refuser des contrats. Il y a des gens qui me disent on ne sait plus quoi faire. À tout bout de champ, nos employés se font offrir des jobs avec des salaires vraiment plus élevés. On n'est pas capable d'accoter ça. Moi, je suis pas sociologue ni économiste. Comme la plupart des gens, j'avais une vague idée des raisons qui sous-tendent la pénurie de main-d'œuvre. En bonne consultante, j'avais lu et relu en 2019 l'étude de la BDC sur le sujet. Je savais que la croissance des PME était menacée, que certains secteurs étaient plus à risque, que les boomers allaient continuer à prendre leur retraite, qu'il fallait trouver des solutions. Mais tout ça, c'était avant qu'on parle de crise de main-d'œuvre. Parce que là, j'ai l'impression que la pandémie a fait tomber le premier domino d'une longue série de chaînes de réactions socio-économiques. Puis que le marché s'enflamme, puis que chacun y va de son analyse. Fait que j'ai voulu creuser le pourquoi du comment derrière l'exacerbation de cette pénurie de main-d'œuvre-là. Parce qu'en analysant ce qui se passe, on est mieux capable de se positionner pour l'avenir, ou du moins un peu mieux. Bon, là, je vais vous faire un petit spoiler alert. Vous l'aviez sans doute déjà compris, mais j'insiste quand même pour vous vendre le punch. La situation est loin d'être temporaire. Là, on va regarder maintenant ensemble la situation de l'emploi comparée à l'avant-pandémie. Dans le bulletin sur le marché du travail au Québec, qui est daté de juillet 2021 et produit par Emploi Québec, le constat là, il est sans équivoque. Le niveau d'emploi il est maintenant à 98,8 % de celui de février 2020. Ça veut dire que les 825 900 quelques emplois perdus au sommet de la crise sont déjà chose du passé, ou presque. Parmi les emplois qui ne sont pas encore revenus, on compte davantage de postes à temps partiel occupés par des femmes ou appartenant à certains secteurs comme l'hébergement, la restauration, le transport et l'entreposage, la fabrication aussi. En contrepartie, on observe une croissance de l'emploi dans plusieurs secteurs. Les services d'enseignement, de finances, les assurances, l'immobilier, les services professionnels, scientifiques et techniques. Grosso modo, là, la reprise économique, elle va bon train. Ce qui risque de la freiner, c'est surtout le manque de main-d'œuvre. En juillet 2021, le taux de chômage au Québec était un des plus bas au pays, à 6,3 %. Juste à titre de rappel, là, avant la pandémie, on parle de février 2020, le taux était historiquement bas puis était fixé à 4,5 %. Donc, on n'est pas loin quand même du plein emploi. J'ai emprunté des statistiques à Statistique Québec, en fait, puis aussi à le Québec économique. Si vous voulez les voir, vous pouvez cliquer dans l'article puis aller consulter les tableaux. En fait, c'est un peu l'évolution du taux de chômage au Québec depuis les années 1976. J'ai mis aussi l'évolution du taux de chômage durant la pandémie. Puis essentiellement, ce qu'on voit, c'est que oui, il y a eu une baisse de l'emploi ou une hausse du taux de chômage depuis la pandémie, mais c'est vraiment pas quelque chose de dramatique. C'est quand même remonté beaucoup et surtout si on le compare avec les dernières années, donc depuis 1976, on a commencé à colliger ce genre de données-là. On voit qu'on est loin d'être dans une situation catastrophique. Vous irez voir le graphique qui est vraiment intéressant en plus parce qu'il compare le Québec, Canada, Ontario et les États-Unis. Puis on voit quand même que c'est des tendances qui se suivent, là. Donc, quand on est en hausse à quelque part, souvent ça a tendance à être le cas ailleurs. Ça donne beaucoup de perspectives, en fait, de regarder ces tableaux-là puis de se dire, finalement, on n'est pas tant que ça dans une situation où il y a beaucoup de gens qui sont au chômage. Maintenant, est-ce que les emplois vacants qu'on a maintenant, c'est la faute de la fameuse PCRE? Parce que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. En juillet 2021, on comptait 150 000 à 180 000 emplois vacants à peu près juste dans notre belle province. Ça, c'est une hausse significative du nombre d'emplois vacants. C'est plus 14,4 quand même par rapport à l'an dernier. Les secteurs qui sont les plus affectés, c'est les soins de la santé, l'assistance sociale, fabrication, construction, le milieu agricole puis le milieu communautaire aussi l'ont pas facile.
Il convient aussi de noter que le problème il est inégal d'une région à l'autre. Puis je lisais un article récemment de Louis J. Duhamel dans Les Affaires qui disait que dans certaines régions, il y a des entreprises qui militent pour empêcher l'attraction de nouvelles entreprises de peur d'avoir à partager le maigre bassin de main-d'œuvre disponible. Mettons que la pression est forte. Donc, oui, il y a énormément de postes vacants, mais comme je vous l'ai expliqué aussi, le taux de chômage à l'heure actuelle il est plus qu'acceptable. Puis malgré ça, on continue d'entendre que la PCRA est à l'origine de l'exacerbation de la pénurie de main-d'œuvre, que l'aide gouvernementale n'a pas été donnée sous la bonne forme, que c'est donc épouvantable de payer des gens 2000 $ par mois à rien faire, que le monde est paresseux puis que les jeunes ne veulent pas travailler. Puis là, je parle pas juste des commentaires weird qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a pas mal. Non, je parle même des grandes institutions comme le Conseil du patronat du Québec qui demande au gouvernement d'abolir le programme sous prétexte qu'il y a certains travailleurs qui préfèrent encaisser leur PCRE plutôt que de contribuer à la société en allant travailler. Je ne sais pas comment ils font leurs calculs, mais il me semble que le discours tient pas tellement la route. Parce que oui, il reste des gens qui reçoivent de l'aide d'urgence au Québec. Il y a 128 670 personnes, presque exactement, en fait, qui sont encore en juillet 2020 sur le programme. Mais sur le marché du travail, c'est un peu plus compliqué quand même qu'un travailleur au chômage égale un poste vacant. D'abord, il y a certains secteurs qui ont encore de la difficulté à remonter la pente. Je pense au milieu artistique et touristique, par exemple. Ensuite, il y a certains emplois qui demandent quand même des qualifications de base, là, puis puisqu'on est des êtres humains, une certaine prédisposition à faire les tâches aussi. En d'autres mots, c'est pas parce qu'on affiche un poste d'assistant social que n'importe quel humoriste sur la PCRE peut faire l'effort d'appliquer, même s'il est vraiment bien intentionné. Là, je dis pas que tout le monde sur la PCRE est de bonne foi puis qu'il y a personne qui abuse. Mais de là à blâmer le programme pour la crise de la main-d'œuvre, il me semble qu'il y a quand même un pas à franchir. Puis pendant qu'on y est, on peut peut-être se souvenir que la PCRE remplace l'ancien programme de chômage. Donc, oui, c'est un programme qui est plus généreux maintenant, mais par contre, il faut se souvenir qu'avant la crise, les travailleurs autonomes n'étaient pas couverts par le programme. Donc, c'est surtout ça, en fait, en plus des montants un peu plus importants, là, que le programme vient adresser. Je veux pas avoir l'air parano, mais est-ce que ça se pourrait que le Conseil de patronat du Québec chercherait à limiter la hausse des cotisations salariales de ses membres? Parce que moi, ce que je comprends de leur message, c'est un peu « investissez pas dans le filet social, haussez pas nos cotisations au programme. Non, donnez l'argent aux entreprises, mais juste dans les secteurs les plus touchés, à savoir l'aéronautique, le tourisme, l'hébergement et la restauration. Bref, investissez dans Bombardier puis Air Canada. » J'exagère un peu, là, mais ça vient quand même me chercher. Puis là, je tiens à faire un aparté pour dire que je n'ai rien contre le Conseil du patronat du Québec. D'ailleurs, je les cite à plusieurs reprises dans mon article. Mais il faut quand même admettre que le lien qu'ils font entre la PCRE et le manque de personnel y est à tout le moins douteux. Mais bon, je m'égare, là, on va en revenir à la crise de la main-d'œuvre. Quand on regarde ça, c'est vraiment une question socio-démographique. Quoi qu'on en dise, là, si la guerre de talent elle a grimpé d'un cran ou même de 3 récemment, mais selon moi, comme je viens de le dire, c'est essentiellement pour des raisons socio-démographiques. Premièrement, il y a le vieillissement de la population. Il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Là. Le vieillissement de la population, c'est le grand responsable de la crise actuelle. Non, le problème ne date pas d'hier. Mais depuis le début de la pandémie, le temps a continué de filer, puis les départs à la retraite se sont multipliés. Puis c'est loin d'être fini, parce que de 2019 à 2023, on prévoyait 600 000 départs à la retraite. Du moins, c'est ce que Jean Boulet, notre ministre du Travail provincial, expliquait récemment. C'est un chiffre qui fait remettre nos 150 000 à 180 000 postes vacants en perspective, mettons. Puis, rappelons également que d'ici 2030, on estime qu'il y a 25 % de la population du Québec qui va être âgée de 65 ans et plus. Certaines entreprises ont compris depuis des années la rétention des travailleurs plus âgés par des mesures variées comme la pré-retraite, la flexibilité d'horaire, les augmentations de vacances, la revue des tâches, elle est cruciale. Bon, là, c'est sûr qu'il s'agit d'une situation temporaire quand même parce que reste que ces personnes-là vont continuer de prendre leur retraite. Mais ça peut quand même aider modestement au transfert des connaissances puis à la formation d'une main-d'œuvre plus qualifiée. D'ailleurs, si vous avez envie de
d'entendre une réflexion sur l'inclusion des personnes âgées au travail, je vous invite à écouter notre épisode 35 sur le podcast qui s'appelle « Conversation sur l'agisme au boulot ». Un autre problème sociodémographique qu'on peut rattacher à la pénurie de main-d'œuvre, c'est vraiment les freins à l'immigration. Parce que depuis le début de la pandémie, il y a eu d'importants freins à l'immigration qui ont été mis en place à cause des mesures sanitaires notamment. Mais on va se rappeler quand même que même avant la crise sanitaire, le gouvernement de la CAQ tentait de limiter l'immigration pour des raisons politiques. Souvenez-vous entre autres de sa volonté de réformer le programme de l'expérience québécoise notamment. La population active, elle n'a pas cru à son rythme normal au cours des dernières années. En mars 2021, l'Institut de la statistique du Québec publiait son bilan démographique du Québec. Puis, dedans, il y avait des chiffres qui démontraient que la population québécoise a seulement augmenté de 19 300 personnes cette année-là. Considérant qu'en 2019, le chiffre s'élevait à 110 000 personnes, ça fait quand même pas mal moins de monde pour occuper les emplois qui sont générés par la croissance économique. Et cette chute provient en grande partie du ralentissement de l'immigration. Puis, il faut savoir que l'établissement des seuils d'immigration sont de compétence provinciale. Donc, dans le bilan, on lit d'ailleurs que le Québec accueille au total 12 % de la population qui migre au Canada, alors qu'on représente près du quart des Canadiens. Donc, c'est une proportion qui est quand même assez faible. Puis, de leur côté, les entreprises veulent faire venir des travailleurs. Dans son mémoire sur la main-d'œuvre et l'immigration, l'Observatoire de la Fédération des chambres du commerce du Québec révèle que 90 % des organisations sondées indiquent que l'immigration est une solution au problème, du moins en partie. Il y a 62 % d'entre elles qui souhaiteraient que les seuils d'immigration soient augmentés rapidement. Si on compare ça avec les résultats de l'étude de la BDC qui a été faite en 2018 sur la pénurie de la main-d'œuvre, celle que je vous ai dit que j'ai lue plusieurs fois, on constate à quel point la perception des entreprises elle a changé rapidement. En effet, il y a à peine 4 ans, il y a juste 18 % des entreprises qui considéraient recruter des immigrants pour combler leurs postes. Donc, de 18 % à 62 %, c'est toute qu'une avancée. Puis si jamais d'ailleurs vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'impact que les freins à l'immigration ont eu sur la pénurie de la main-d'œuvre ou de voir comment ça se passe le recrutement à l'international, savoir ce que ça implique, si ça coûte cher, je me suis entretenue avec Laurine Benoît et Maître Béatrice Lemay de chez Imétis, puis je leur ai posé toutes ces questions-là. Vous avez juste à écouter l'épisode 38 du podcast qui s'appelle « Recruter à l'international ». Bonne nouvelle depuis l'enregistrement de cet épisode-là, Québec et Ottawa se sont quand même entendus pour alléger les conditions du programme des travailleurs étrangers au Québec, créer un permis de travail ouvert transitoire et mettre en place un programme de mobilité internationale. On va espérer que ces mesures-là vont faire une différence dans nos organisations, mais reste qu'il va falloir en faire beaucoup pour que ça vienne combler nos besoins de main-d'œuvre. Il y a d'autres facteurs aussi qui expliquent la crise de main-d'œuvre. On en parle trop peu, mais il y a la crise des places en garderie qui limite le retour de congé parental de certains parents. À l'heure actuelle, il manque 51 000 places en garderie. C'est un problème que les gouvernements espèrent vraiment attaquer dès maintenant. En fait, cet été, donc à l'été 2021, Québec et Ottawa ont annoncé des investissements majeurs, donc un transfert fédéral de l'ordre de 6 milliards de dollars sur 5 ans, indépendamment de la plateforme électorale du Parti libéral du Canada. Puis des investissements aussi de 2,7 milliards dans les services d'apprentissage et la garde de jeunes enfants, qui ce serait une subvention provinciale. Puis même si ces annonces-là sont porteuses d'espoir, la situation demeure critique. Je connais moi-même des personnes dans mon entourage proche qui ont eu de la difficulté à revenir du congé parental. Puis dans plusieurs cas, il y a un parent, puis c'est souvent la maman, qui est obligé de rester à la maison par manque d'options. Si vous allez faire un tour sur la page du groupe Facebook Ma place au travail, vous allez constater l'ampleur et la profondeur du problème. Puis si vous êtes curieux d'en savoir plus sur la crise des places en garderie, puis comment ça affecte la main-d'œuvre, puis comment est-ce que les organisations peuvent peut-être essayer de pallier un peu à ce problème-là, je vous invite à écouter notre balado hors-série sur le sujet qui s'appelle « Faudra-t-il bientôt choisir entre parentalité et carrière ?» Je vous le recommande vraiment humblement, mais on a travaillé super fort sur celui-là. Une autre pièce du puzzle
pour la crise de la main-d'œuvre, c'est vraiment les perturbations en milieu scolaire. Donc, on parle ici des études postsecondaires. En 2020, il y a une vaste étude qui a été menée par Statistique Canada auprès des étudiants de niveau postsecondaire. Il en est ressorti qu'il y a près du tiers qui ont vécu le report ou l'annulation de leur placement en milieu de travail et plus du quart qui ont subi une annulation de cours. Puis, il y a même 11% qui ont simplement pas pu terminer leur niveau. Puis, malgré un recul du nombre d'étudiants internationaux, le nombre d'étudiants inscrits au cégep a quand même connu une forte hausse durant la pandémie. J'ai malheureusement pas trouvé les statistiques globales du côté des universités, mais après avoir fouiné dans les données du registrariat de l'UQAM, de l'UDM, de l'Université de Montréal, je dirais que dans l'ensemble, le nombre d'étudiants universitaires semble avoir augmenté lui aussi. Puis, si on note à ce sujet-là, d'ailleurs, que le ministre de l'Enseignement supérieur, Daniel Mécan, elle vient tout juste d'annoncer la reconduction de la bonification de l'aide financière aux études pour au moins 2 ans, sans compter les investissements qui sont faits dans le programme d'aide à la relance économique par l'augmentation de la formation, qu'on a appelé le PARAF, qui permet, dans le fond, aux chômeurs pandémiques, comme on les appelle, d'entamer une formation de requalification sous certaines conditions. En mai 2021, il y avait déjà 20 000 Québécois quand même qui avaient saisi leur chance d'accroître leurs compétences en suivant une formation. Donc, bref, si je fais une petite récapitulation, quand on regarde ça d'un point de vue vraiment socio-démographique, il y a le vieillissement de la population, les freins à l'immigration, entre autres, qui sont les principaux responsables de la crise de la main-d'œuvre. Il y a aussi un problème avec les places en garderie qui font en sorte que certains parents ne peuvent pas revenir de congé parental. Et il y a beaucoup plus d'étudiants auparavant aussi sur les bancs d'école. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait quand même un beau cocktail. Puis là, on n'a pas adressé, évidemment, le manque de travailleurs qualifiés et tout ça. Mais je voulais vraiment le regarder d'un point de vue socio-démographique. Si on regarde maintenant l'impact sur les organisations, parce qu'il y en a, quand on analyse cet impact-là, finalement, on constate rapidement que c'est fulgurant. Depuis mai 2021, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la FCEI, publiait un rapport inquiétant concernant nos PME. Il disait qu'il y avait 67% qui ont des problèmes de recrutement de main-d'œuvre et 26% qui ont dû refuser des contrats ou des ventes. Puis du côté du Conseil du patronat, qui, dans sa feuille de route pour une relance économique résiliente et durable, qui est parue en avril 2021, le problème est encore pire. Eux annoncent qu'il y a près de 94% des entreprises sondées qui ont des enjeux d'embauche et que la moitié ont dû refuser des contrats. C'est drôle un peu que les chiffres varient de façon aussi substantielle. On peut peut-être se demander si le problème est plus criant au sein des grandes entreprises que des plus petites organisations. Mais dans tous les cas, reste que le problème il est là pour toutes les organisations. Puis il y en a beaucoup qui avancent que dans les entreprises, les impacts de la crise de main-d'œuvre sont pires finalement que ceux qui sont liés à la pandémie. Maintenant, même si on se dit finalement que, comme on vient de le démontrer, le fond de la crise actuelle est surtout lié à des raisons socio-économiques, reste que oui, il existe des emplois dont les gens veulent plus. Puis franchement, là, c'est assez difficile de blâmer les travailleurs à cet effet-là, vous trouvez pas? Le 3 août dernier, là, j'écoutais l'épisode du Daily, qui est le podcast, en fait, du New York Times, qui s'intitule « Stories from the Great American Labor Shortage », qui représentait la perspective d'entreprises affectées par la crise, puis celle de travailleurs qui refusaient de retourner au boulot. Puis le constat est vraiment frappant. D'un côté, on a les entreprises qui se sentent vraiment lésées par la COVID-19 puis les unemployment benefits qui trouvent les travailleurs paresseux. Puis de l'autre, on a des travailleurs qui, eux, ont vu une occasion inespérée d'échapper à un quotidien qui les rendait vraiment malheureux, voire malades, puis qui choisissent de retourner aux études, de se former en ligne ou de changer de carrière, tout finalement, là, sauf retourner en arrière. Puis qu'on le veuille ou non, il y a certains emplois qui conviennent tout simplement plus dans un contexte où les employés ont du choix. Est-ce qu'il va falloir, comme le gouvernement l'espère, automatiser davantage nos processus d'affaires, se tourner vers les robots pour pallier aux emplois laissés vacants? C'est à voir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le dernier robot de Tesla pour remplacer le travailleur de demain, mais c'est assez capoté où on est rendu et ça s'en vient vraiment bientôt.
Puis dans les nombreux cas où l'humain demeure incontournable, est-ce qu'il va falloir finalement se remettre en question comme employeur et repenser peut-être la proposition de valeur aux employés? Plutôt que d'explorer des solutions, l'objectif de cet article-là était surtout de comprendre ce qui se passe avec la crise de main-d'œuvre. Mais j'ai quand même pas le cœur de le terminer sans faire briller une lueur d'espoir, parce qu'il y en a. C'est sûr que les organisations sont pas toutes égales devant l'ampleur du défi, mais il y a plusieurs pistes de réflexion qui, elles, sont universelles puis qui s'imposent maintenant. Je vous en laisse quelques-unes. Est-ce que le travail qu'on propose est stimulant? Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il faudrait repenser peut-être la division du travail et des tâches? Est-ce que les mécanismes de gestion en place sont encore appropriés? En tant qu'organisation, est-ce qu'on a un impact social qui est positif? Est-ce que l'organisation fait ses devoirs en matière de rémunération globale? Est-ce qu'il faudrait accepter peut-être de gruger dans nos profits pour les investir dans les salaires? Est-ce que les besoins puis les attentes des employés sont clairs relativement à la proposition de valeur aux employés? Est-ce qu'on y répond? Est-ce que notre proposition de valeur, elle est socialement responsable? Au niveau des avantages sociaux, comment est-ce qu'on est positionné par rapport aux autres organisations? Est-ce qu'on maximise la valeur perçue de ces programmes-là en les communiquant à l'interne? Est-ce qu'on pourrait peut-être se montrer plus inclusif aussi, combler certains postes avec des profils de personnes atypiques, des nouveaux arrivants ou des personnes en situation de handicap? Ça, c'est des questions universelles auxquelles les réponses varient grandement, mettons, d'une organisation à l'autre. Puis il n'y a pas de solution magique. Il n'y a pas de répit, finalement, à prévoir du côté recrutement. Puis même avec des seuils d'immigration substantiellement plus élevés, les employeurs vont continuer de se battre pour le même bassin de talent. Il devient donc, plus que jamais, essentiel de se remettre en question en tant qu'employeur. Puis là, je parle pas de se doter d'une marque employeur, ni de faire des petites campagnes sur les réseaux sociaux. Pas que je vois pas la valeur de ça, là, je suis quand même une fille de com, mais je parle vraiment d'accepter de se remettre en question puis de travailler sur le fond, pas juste sur la forme. Je vous laisserai avec peut-être une petite question, à savoir ce qu'il en est de votre organisation à vous, puis est-ce que quand vous pensez à ça, vous êtes vraiment prêt pour la suite? Merci d'avoir écouté l'article. Si jamais vous avez aimé cet article-là, sachez qu'on a une infolette où on diffuse notre meilleur contenu une fois par mois. Vous avez juste à suivre le lien dans l'article pour vous inscrire. Bonne journée.